changement a vu sur cette scène du colloque NPA Le Figaro. Arnaud Lucosi, vous êtes donc avec nous parce qu'on a tenu à vous recevoir cet après-midi, parce que évidemment TDF est au croisement des chemins, si j'ose dire, entre médias, entre télécoms. Votre propos introductif et ensuite on vous soumet aux questions. Votre propos introductif et ensuite on vous soumet aux questions. Je croyais que je devais répondre directement aux questions, mais... mon propos introductif sera très court. Je voudrais défendre notre plateforme TNT et j'imagine que vous allez me questionner là-dessus. Absolument. Donc, je veux dire simplement que TDF, on a 3 métiers. Je ne vais pas faire de la publicité exagérée. On est évidemment le diffuseur audiovisuel historique, mais nous sommes aussi maintenant un opérateur sur la fibre. Donc, nous avons une très bonne connaissance du rythme de déploiement et de commercialisation. On y reviendra de la fibre en France. Et puis, nous hébergeons les opérateurs mobiles sur nos points hauts. Nous avons 14 000 points hauts en France, dont 7 000 pylônes. Et là aussi, ça se développe. Et nous nous réjouissons des initiatives du gouvernement et de l'ARCEP de développer la couverture mobile pour tous, avec une amélioration significative pour tous les Français à venir. Alors, Arnaud Lucosi, on se réfère beaucoup au rapport Berger, puisque c'est le dernier qu'on a eu en notre possession. Il y a une proposition, la proposition numéro 30, si je ne me trompe pas, qui est celle de la modernisation de la TNT. Pourquoi ? Parce que dans un monde numérique, on le voit, il y a cette voie de retour. Ce que le broadcast de la TNT, pour l'instant, ne permet pas. J'imagine que vous soutenez cette modernisation. En quoi est-ce qu'elle consiste et dans quel calendrier ? Alors effectivement, la modernisation est très importante parce que la TNT, elle a encore au moins 10 ans devant elle, puisque je rappelle que des textes français, la loi du 14 octobre 2015 sur le deuxième dividende et surtout une décision européenne, donc du 17 mai 2017, réserve la bande de fréquence de la télé à la télé jusqu'en 2030. Et en Europe, donc les décisions se prennent au niveau européen, et en Europe, il y a des pays comme l'Espagne ou l'Italie dans lesquels la TNT représente plus de 80% de la réception de la télévision. Et je précise d'ailleurs qu'en Espagne, l'Espagne est le pays d'Europe parmi les grands pays dans lesquels il y a le plus de fibres. Ce qui veut dire qu'il faut bien se garder des a priori très rapides. Alors, donc, il faut travailler sur un horizon d'au moins 10 ans parce qu'avant 10 ans, il n'y aura pas de couverture de toute la France en très haut débit, en fibre. Alors pourquoi cela ? Aujourd'hui, ça fait presque 10 ans qu'on travaille, que les opérateurs travaillent. On a 11 millions de prises qui ont été déployées d'après les derniers chiffres de l'ARCEP, en tout cas ceux dont je dispose. Donc 11 millions, il y a 36 millions de locaux à équiper, il en reste 25 millions. 25 millions, on en câble 3 millions par an, donc il reste encore 8 à 10 ans pour faire tout le territoire, sachant qu'il y a 6 millions de prises qui ne sont dans aucun plan aujourd'hui. Ce sont les prises les plus reculées, elles ne sont ni dans les réseaux d'initiative publique, ni ailleurs. Et si on regarde ces bateaux de déployer, il faut encore s'abonner. Et alors, l'abonnement, on en est où ? Il y a 3,6 millions de prises aujourd'hui commercialisées en France en fibre. Ça augmente, environ 1,2 million par an. Donc, à ce rythme, 25 ans pour que tout le monde soit équipé. Donc, il y a un horizon pour la TNT. La TNT, elle apporte 200 mégabits à l'utilisateur. Et avec les programmes HD, alors pourquoi il faut les très haut débit ? Parce qu'on a plusieurs téléviseurs par foyer, 1,7 selon le chiffre du CSA. Donc, si on regarde 2 programmes différents, on voit tout de suite qu'il faut une ligne à très haut débit. Alors, donc la TNT est elle-même une plateforme à très haut débit, il faut la moderniser, ce qui veut dire concrètement travailler dans 2 directions. Une direction technologique qui consistera à introduire des nouveaux formats, meilleure définition, ce sera l'ultra haute définition, donc 4 fois plus de points, le HDR, High Dynamic Range, qui permet d'améliorer le contraste, et d'ailleurs, je crois que en 2017, un tiers des téléviseurs vendus en France a été au format UHD. Un tiers. Et donc ça a augmenté 50% en un an. Donc il faut pouvoir accueillir cette norme sur la TNT. Ça se fera en 2024 d'après la feuille de route publiée par le CSA. Et ça conduira les Français à changer de norme en 2023, avant. Alors les nouvelles normes. Et ça, j'ai envie de dire que la France, maintenant, est habituée. On peut avoir toute confiance. Nous avons fait l'opération d'arrêt analogique. Nous sommes en train de libérer la bande 700. Il y a tout un dispositif d'accompagnement qui fonctionne bien. Deuxième élément de modernisation, je ne serai pas très long, mais il faut aussi que tout l'écosystème soit modernisé. Et là, je soutiens, même si ce n'est pas le rôle de TDF premier, mais je soutiens totalement les propositions qui sont faites
pour alléger certaines contraintes sur les chaînes. Les chaînes font indiscutablement face à la concurrence des acteurs mondiaux du numérique sur le marché de la publicité. C'est incontestable. Elles arrivent à tenir leur épingle du jeu. C'était très intéressant dans la présentation du patron de Facebook, je ne sais pas si vous avez noté, mais il a montré que la durée d'écoute était stable. Si la durée d'écoute en France est stable sur la télévision, c'est bien, et il a dit que ce n'était pas vrai dans tous les pays, c'est bien parce que les chaînes offrent des programmes qui intéressent les téléspectateurs. Donc je crois qu'il faut leur rendre hommage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui elles ont des contraintes qui sont excessives, et les alléger, alors dans quel domaine? La publicité, ça a été évoqué. Peut-être les jours d'interdiction de diffusion de films à la télévision. Il y a un certain nombre de domaines qui me paraissent être possibles, alors qui bousculeront un peu les habitudes, certes, mais en tout cas, nous soutenons cette modernisation. Aujourd'hui, on voit que plus de la moitié des Français reçoivent la télévision par des box télécom qui ont une voie de retour, et on peut effectivement commander de la VOD, du Start-Over, enfin énormément de services auxquels les Français sont de plus en plus attachés. Il y a sur tous les smartphones et sur toutes les tablettes des applications over the top, et sur les téléconnectés également. Et ça, on voit, il y a beaucoup, on parlait de la future chaîne Mediapro, la chaîne du foot, parce qu'en 2020, si on veut regarder le foot, et j'adore le foot, il faudra s'abonner à Mediapro. Autant de services que la TNT ne peut pas offrir. Est-ce que vous pensez que ça peut continuer comme ça, et est-ce que la TNT va se marginaliser ? Alors, il y a beaucoup de questions en une, avec une connotation un peu négative. Non, moi, je reste positif. Alors, évidemment, la TNT subit la pression concurrentielle de d'autres plateformes. Sur l'interactivité, il y a des initiatives. D'abord, il y a la norme, la fameuse norme un peu barbare, HBBTV, mais qui veut bien dire Hybrid Broadcast Broadband, donc permet de faire de la télévision hybride. C'est ce que fait Molotov. Donc, Molotov, c'est un OTT célèbre qui fournit un bon service. Il y a l'initiative des chaînes avec Salto, je ne l'ai pas mentionné, il faut aussi la saluer. Donc elle verra le jour, le temps qu'il développe et que les autorisations soient accordées. De fait, tous les foyers ont une connexion Internet. La question, c'est à quel débit est cette connexion. Donc ça permet quand même de faire des choses. Je note aussi que les box, on parle des box, ce qui n'est jamais dit, mais c'est que la moitié des box est en fait connectée à la TNT et à la demande des opérateurs, puisque dans les procédures d'installation des box, les opérateurs demandent à ce que le téléspectateur connecte sa box à la TNT pour alléger les flux dans le réseau. Donc, alors la TNT, elle doit effectivement évoluer, s'inscrire. Donc, nous soutenons toutes ces initiatives, y compris d'ailleurs celles que le CSA demande dans sa feuille de route, c'est-à-dire d'avoir plus de souplesse pour gérer des flux qui seraient variables dans le temps, donc avec plus d'interactivité. Elle a des possibilités. Alors, évidemment, ce n'est pas une plateforme interactive par structure, mais on peut quand même faire beaucoup de choses. Vous êtes opérateur, j'allais dire, des deux mondes, hein, le monde des médias, on l'a vu, télé, radio, le monde des opérateurs télécom. Vous êtes à la confluence des deux mondes. Est-ce qu'il faut que ces deux mondes restent séparés, avec des régulations séparées, avec des modalités séparées, ou est-ce que vous voyez à terme une convergence des deux ? Bon, il faut que je sois prudent parce que je m'exprime devant mon ami, le président de l'ARCEP, et puis peut-être le CSA qui arrivera bientôt. Écoutez, il n'appartient pas à une entreprise de commenter une organisation institutionnelle, la TDF. Cela étant, elle existe, on s'adapte, on vit avec. Si elle devait changer, on s'adapterait. Mais je vais quand même répondre à la question. La réalité, c'est que les régulateurs sont séparés parce que les mondes sont quand même largement séparés. Et de mon point de vue, d'ailleurs, il n'y en a pas deux, il y en a même trois. Alors pourquoi cela ? D'abord, il y a le monde des réseaux, qui est ce monde d'infrastructures, avec beaucoup d'investissements, surveillé de très près par l'ARCEP. Je crois bien que c'est la priorité numéro 1 du régulateur, l'investissement dans les réseaux. En ce qui concerne TDF, puisque nous investissons dans les réseaux, nous avons investi l'an dernier 32% de notre chiffre d'affaires en 2017, quand même, ce qui est quand même très très important. Donc ces réseaux sont extrêmement sont fondamentaux pour l'intérêt du pays, l'intérêt économique, l'intérêt social. Et en termes juridiques, et je crois que c'est un point très important, ils sont régis par le Code des postes et communications électroniques. Maintenant, les contenus audiovisuels, eux, ils sont très importants pour la démocratie. Ce qui n'est pas vraiment le cas des réseaux, c'est encore autre chose. Donc, ils sont très importants pour la démocratie, pour le pluralisme. C'est aussi un secteur économique exportateur, ce qui n'est pas vraiment le cas des réseaux. Et ils sont régis au plan juridique par la loi de 86, dont d'ailleurs, au passage, je voudrais dire par rapport à la question précédente que j'ai vérifié, la loi 86
utilise 117 fois le mot hertzien, quand même. Donc, voilà, tout est dit. Et puis, il y a un troisième monde, qui est l'Internet, des plateformes. Et ce monde, il n'a pas vraiment de régulateur contraignant. Il y a un peu l'ADOPI, un peu la CNIL, mais sur certains aspects simplement. Et lui, il est régi par la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Donc on a ces trois univers qui ont trois bases juridiques différentes et qu'il n'est donc pas simple de rapprocher, qui ont des objectifs différents, dont l'un est d'ailleurs totalement mondial, le troisième. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interactions. Alors il y a des interactions techniques parce que les contenus audiovisuels et l'Internet utilisent les réseaux télécoms. Il y a des interactions économiques, puisqu'on voit de plus en plus d'opérateurs de télécom qui se marient avec des chaînes de télévision en France ou à l'étranger. Et ça peut poser des questions. Alors, si on les regroupait, parce que je vais jusqu'au bout du raisonnement, si on les regroupait, bon, il y aurait peut-être des avantages. Il y a quand même quelques inconvénients. Un délai de mise en œuvre pourrait quand même être très long. Et deux, il y a des questions qui peuvent se poser. Par exemple, s'il y a des concentrations verticales. Un opérateur télécom achète une chaîne ou une chaîne, enfin, au sens inverse, ça paraît moins probable en ce sens, eh bien, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il y a un pouvoir d'autorisation. Aujourd'hui, le CSA approuve des opérations. Et puis, il y a la question des fréquences, n'est-ce pas ? Si on fait de l'audiovisuel et des télécoms en même temps, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on privilégie comme position ? Voilà. Donc, il y a quand même des garde-fous à mettre en place. Il y aurait quand même des garde-fous à mettre en place. Donc, la question n'est pas totalement simple. Merci infiniment Arnaud Lucossi. Vous étiez avec nous donc sur la scène du colloque NPA Le Figaro. Merci à vous. Et on continue à égrener nos cartes blanches et nos interviews.